Bonjour à tous, bonjour Hafsadine. Bonjour Antoine. Alors on poursuit notre série sur les grandes idéologies contemporaines, ces manières de penser donc qui envahissent progressivement les consciences, les esprits, dans le monde occidental en tout cas, mais aussi partout ailleurs. On va aborder un gros morceau, si je puis dire, si vous passez l'expression, puisqu'on va analyser aujourd'hui le discours tenu sur la question du genre. Alors, comme à notre habitude... Inauguré par une juive, ne l'oublions jamais. Effectivement. Comme à notre habitude, on va d'abord tenter de cerner ce que disent précisément les adeptes des gender studies, donc sans forcément, en essayant de ne pas dénaturer ce qui est dit. On va voir comment cette vision des genres, qui est assez contre-intuitive, enfin le fait de dire que il y a des études de genre et que le genre n'est pas évidemment divisé en deux parties fondamentales, a pu a priori, on peut se demander comment cette théorie du genre, qui était avant donc réservée effectivement aux études universitaires, a pu pénétrer comme ça aussi facilement les esprits, alors que c'était quand même assez contre-intuitif de penser que les genres dépendaient notamment des conditions sociales. On va en reparler. Et puis alors on verra après comment la Torah envisage cette problématique, la problématique du masculin et du féminin, à partir de textes de la tradition que vous allez nous apporter. On va commencer par une question de terminologique, parce que ce qui est très intéressant dans les combats comme ça idéologiques, souvent c'est qu'on s'intéresse aux mots, et les mots disent déjà ce que vous pensez de la chose. Je me souviens que par exemple pendant la guerre du Koweït, il y avait Mitterrand qui disait le Koweït, il était pour, et ceux qui étaient contre, ils disaient le Koweït. Voilà, donc c'était une façon de... Le Koweït, pardon. C'était une façon de différencier les choses, de même que pour Maastricht, il y avait des gens qui étaient contre, c'était Maastricht, et des gens qui étaient pour, qui disaient Maastricht. Voilà. Bon, donc, petite parenthèse pour les francophones ou ceux qui connaissent cette période de l'histoire contemporaine française, on en vient à cette terminologie. D'un côté, ceux qui soutiennent, les adeptes du genre, on va dire, parlent de gender studies et évitent à tout prix de dire théorie du genre. Tandis que ceux qui s'opposent, eux, ils ont tout de suite l'idée de dire c'est une théorie et c'est la théorie du genre. Et on sait d'emblée comme ça dans quel camp on se trouve à partir de la manière dont on en parle. C'est intéressant de voir que ça va jusqu'à l'appellation, cette dissociation. Oui, mais nous, on va dire les deux. Comme ça, on ne pourra pas nous identifier. Non, c'est très simple. Ceux qui disent gender studies, ça veut dire l'étude du genre, veulent bien signifier par là que ce n'est pas une théorie, que ce n'est pas une idéologie, que c'est une théorie qui s'appuie sur des faits et sur une réalité, comme il n'y a pas de théorie du vaccin. Le vaccin, c'est des faits, voilà. C'est scientifique, c'est objectivable, c'est quelque chose que l'on peut, de façon objective, analyser, etc. Ceux qui disent théorie du genre, bien sûr, dénoncent dans l'étude du genre une théorie bien ficelée qui est effectivement, qui a pour une base idéologique qui ne repose absolument pas sur des critères scientifiques objectifs. C'est ça la discussion sémantique qui existe entre ces courants pro-genre et anti-genre. Voilà. Alors on va donc tout de suite passer au contenu. On va ouvrir la boîte en enlevant l'étiquette. Qu'est-ce que dit précisément cette théorie du genre, disons théorie du genre pour commencer, parce que contrairement à ce que l'on entend parfois dire, il ne faut pas caricaturer cette thèse. Il n'est pas dit que il n'y a pas une négation pure et simple de l'existence des genres dans cette théorie du genre. Non, non. Moi, je dis qu'il y a une théorie du genre, donc on pourrait dire théorie du genre. Il y a une théorie, bien entendu, une idéologie, et elle est basée, effectivement, pas du tout sur un déni d'un distinguo corporel, biologique entre le féminin et le masculin. Les théoriciens du genre savent très bien qu'il y a des femmes, des corps féminins et des corps masculins. Là, leur idée centrale, c'est que ces corps masculins et ces corps féminins ont projeté des architectures symboliques, sociales, qui ont créé des stéréotypes. C'est-à-dire que on va considérer comme la nature va avoir une influence sur la culture et la culture sur la nature. C'est-à-dire que on va assigner l'homme ayant une force, une masse musculaire supérieure, la femme accueillant. Donc on va dire, voilà, il va y avoir des appellations. Tout ce qui fait passer au savoir, à la puissance, au pouvoir, va être masculin. Tout ce qui fait passer à l'émotion, à la beauté, va être féminin. Et donc on va créer des stéréotypes de genre, jusqu'à dans le langage, avec aussi une dimension politique d'une domination du masculin sur le féminin.
et qu'à un moment donné, on va avoir des constructions de genre, en disant, par exemple, que la guerre est réservée aux hommes, on va assigner à des tâches et à assigner à être. C'est ça qui est combattu par la théorie des genres, c'est qu'une femme se doit de se maquiller pour plaire, un homme non, un homme se doit d'assumer économiquement la famille, etc. Toutes sortes de stéréotypes du genre. On ne naît pas femme, on le devient, voilà. Effectivement. C'était de dire qu'il y a tout de même aussi des stéréotypes qu'on projette sur les enfants, les petites filles, les petits garçons, etc. On ne peut pas nier que ces phénomènes existent. Exactement. Donc, ce qui est vraiment le nerf de l'idéologie du genre, c'est de dire qu'il y a une différence entre le biologique et l'historique et le social. Il existe une différence biologique entre l'homme et la femme, bien entendu. La construction corporelle n'est pas la même, hormonale n'est pas la même, mais cela ne prévaut en rien sur des identités esthétiques, des identités politiques, des identités sociales, et surtout cela ne prévaut en rien pour des assignations de tâches, d'accoutrements et de façon d'être dans la société. Et c'est cette rupture entre le biologique et le culturel qui est vraiment le centre d'intérêt des gender studies, où on étudie tout le temps, on essaie toujours de trouver comment, historiquement, sociologiquement, on a masculanisé en essayant, et leur dénonciation est toujours de dire il va y avoir du masculin et du féminin culturel qu'on va essayer de naturaliser en disant que c'est naturel. S'il est absolument naturel, non plus social, qu'une femme se maquille, et il est naturel qu'un homme ne se maquille pas, etc., parce que ce n'est pas historique, c'est quelque chose d'essentiellement naturel, biologique. Et eux, ils disent non. Ils disent les stéréotypes de genre et les attitudes de genre ont été créés par la société et par l'histoire, et n'ont aucun rapport avec la rupture, le distinguo biologique qui existe entre l'homme et la femme. Oui, alors il y a quand même une part de vérité dans ces constructions de genre. On ne peut pas le nier, c'est une construction sociale de genre. Donc, où se situe le problème précisément dans cette théorie? Qu'est-ce qui est manqué? Qu'est-ce qui vous paraît Alors, disons d'abord, avant de dire le problème, ce qui paraît dans le monde de la Torah, qui pourrait aller dans le sens de la théorie du genre, c'est que l'homme est appelé Adam. Adam a les mêmes lettres que Méod. Méod, ça veut dire excès plus. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas être assigné à sa biologie. Ça, c'est certain. La liberté de l'homme étant absolue, il ne peut pas, à partir de sa dimension biologique, être réduit à sa biologie. C'est ce qui le différencie de l'animal. Et il peut créer des identités. Et il peut transfigurer son identité. C'est d'où l'ouverture même de la conversion. Même Amalek, qui est le peuple le plus anti-juif possible, sa conversion est valable. On dit que les petits-fils d'Aman, Aman étant le Hitler des temps bibliques, étudiaient à Bnei Brak. C'était des grands rabbins qui étudiaient à Bnei Brak. Vous vous rendez compte? C'est comme si on disait le petit-fils d'Hitler est devenu un grand rabbin à Jérusalem. Bon. Donc l'homme ne peut pas être réduit, l'homme ou la femme, réduit à sa biologie, parce qu'il a une liberté totale, et surtout l'homme a une liberté de s'identifier à d'autres formes que les limites de sa biologie. C'est ce qui le rend homme. Puisque Méod, Adam, dans le nom même de l'homme, il y a cette notion d'excès, de dépassement et d'intégration d'identité tout le temps supérieure. Adam ayant les mêmes lettres que Méod, je précise. Oui, Adam ayant les mêmes lettres que Méod, qui veut dire excès et beaucoup. Là où il y a un problème, c'est que dans cette vision, donc, là où ça pose problème, de dire qu'il faut faire attention avec les assignations de tâches, qu'il faut laisser la liberté à chacun de pouvoir exprimer la totalité de son humanité sans le réduire à du masculin et du féminin, on est d'accord. Là où ça ne va plus, c'est à deux niveaux. Un, c'est quand, au nom de cette liberté, on va faire des opérations parfois très jeunes, très très jeunes. Un homme va se choisir femme et donc va changer son corps par des opérations. Ou bien une femme va changer son corps en homme, pas jamais complètement, mais en tous les cas dans ses apparences. Et deuxièmement, c'est de reléguer la corporalité, la biologie à un rang qui n'a plus aucune importance philosophiquement ou métaphysiquement. C'est là où on a une différence absolue entre la Torah, qui accepte cette notion fondamentale de distinguer le biologique du culturel, le biologique du spirituel. Elle l'accepte, elle le dit depuis des siècles, des millénaires. Mais la conséquence que
que l'idéologie du genre, hein, c'est qu'on a une liberté, qu'un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Et là, ça, c'est non. Ouais. Pour Alors, il y a une limite, parce que... Alors, parce que d'abord, il y a un problème logique dans la théorie du genre. Si on pense que la culture a une influence sur la nature, qu'elle va modifier les comportements des hommes, on peut penser que la nature a une influence sur la culture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est gommé dans la théorie du genre, c'est toujours de mettre sur le nom, au nom de la culture, de l'histoire, du social, des phénomènes culturels. Je pense que ça, c'est une grave erreur. Le fait qu'un homme a un corps masculin et que la femme a un corps masculin et féminin va avoir une influence culturelle, spirituelle, sur la façon dont cette culture qui dépasse le biologique va s'exprimer et s'émanciper. Et il y a une erreur, d'après moi, logique. Je ne vois pas pourquoi la culture aurait une influence sur la nature et la nature n'aurait pas une influence sur la culture. C'est par définition réciproque. Et on rentre ici dans une notion fondamentale de la Torah qui s'appelle la résonance. Ça veut dire ce qu'on appelle le kafou. Ça veut dire que il faut bien comprendre que la théorie du genre pose un individu une sorte de transcendance de l'ego où son corps, et donc le monde naturel, n'a plus aucun rapport avec sa décision d'être et que il a une maîtrise totale sur le corps que la nature, que nous on dit que Dieu l'a donné, mais en tous les cas que Dieu à travers la nature lui a donné, au point où on peut arriver au déni de ce qui lui a été donné. Et donc il n'y a plus aucun dialogue entre lui et son corps. Il n'y a plus aucun accueil de ce que son corps lui propose comme secret de l'intrigue de sa vie. Et on tombe dans une vision, d'après moi, qui est une superstructure du capitalisme, hein, où l'homme est constamment cet individu dans la tour de contrôle, coupé du monde et instrumentalisant le monde, héritier de Descartes, le monde étant à la maîtrise de l'homme et transformé à sa façon. Non. Il y a dans le monde qui t'est donné, donc dans le corps qui t'est donné, un message aussi spirituel qui te demande bien sûr de ne pas être limité par ta biologie, mais cette biologie te parle et elle nous invite aussi à la dépasser, mais en respect et en accueil de cette résonance de qu'est-ce que je suis biologiquement. Et ce déni absolu du biologique au profit du tout culturel construit par l'histoire et le social, c'est un déni du monde. C'est une destruction et un non-respect de l'extraordinairement richesse que le corps de chacun nous donne à être. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le corps nous parle, et effectivement, il faut l'entendre. Et quand on dit, effectivement, dépasser, c'est dépasser avec le corps, si je puis dire. C'est un ensemble qui s'élève, en fait. C'est pas uniquement le corps qu'on abandonne pour... Voilà. Alors ça, c'est l'argument. Bon, vous avez parlé d'arguments logiques, effectivement. Les deux doivent pouvoir communiquer entre eux, en tout cas interagir. Bon, il y a aussi un argument métaphysique, peut-être, qu'on peut voir. Oui, c'est le dialogue entre le féminin et le masculin. Vous savez que la Gemara, cette étrange Gemara, qui dit Vayitzer, l'homme a été créé avec deux Yud. Et elle demande seulement qu'est-ce que c'est, l'humanité, c'est quoi? C'est deux Yud. Être homme, c'est être deux. Alors voilà, on envisage au début que ces deux Yud, c'est le bien et le mal. Je me rejette en disant non, le bien et le mal, ça existe aussi chez les animaux. C'est pas le propre de l'homme. Il y a des animaux bons, des animaux pas bons. Il y a de Tsara, il y a de Tsaratov, il y a de l'énergie négative et positive, de la brutalité, de l'agressivité et de la bonté chez les animaux. Il y a de l'intelligence chez les animaux. Il y a même de la parole chez les animaux, donc c'est pas ça. Il y a même des échanges pas aussi à l'avoir avec l'homme, donc c'est pas ça qui fait la spécificité de l'homme. Et la Gemara propose deux réponses. Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme, contrairement à tout le règne animal et végétal? Première réponse, c'est de dire que c'est l'écartèlement entre le spirituel et le matériel, le fait d'être un double cri, un double oi. Si je suis qu'avec Dieu, je suis quelque part triste parce que mon corps ne se trouve pas. Si je suis dans l'oubli de la transcendance, ma chair devient triste parce qu'elle a besoin de respirer cette éternité, cet infini. Mais, curieusement, la Gemara continue et dit, non, les deux Yud, c'est une autre proposition, c'est le féminin et le masculin. Ça veut dire que l'homme serait ontologiquement, c'est très étonnant, parce que quand la Gemara a proposé au début, pour dire que les deux Yud dans Vaïtza, cette faute d'orthographe qui est Biechol dans la Torah,
que l'homme est créé avec... on écrit l'homme a été créé avec 2 yud, qui est une faute d'orthographe. Il n'y a jamais de faute dans la Torah, mais je vous rassure. Mais cette faute voulue pour nous faire comprendre que l'homme est double, qu'il y a une sorte de double dans l'homme. Quand on a proposé le bien et le mal, Agmara a dit, mais non, chez les animaux aussi, il y a le bien et le mal. Quand Agmara propose féminin, masculin, Agmara nous dit, mais chez les animaux aussi, il y a féminin, masculin. Non, elle accepte la réponse. Ce qui est très étonnant. Pourtant, chez les animaux aussi, il y a féminin et masculin. Donc ça voudrait dire que la différence entre féminin et masculin dans l'homme n'est pas simplement une question, justement, biologique. Elle a une dimension métaphysique. Le propre de l'homme et de la femme, c'est d'être composé dans l'essentiel par du masculin et du féminin. Par du masculin et féminin. Et que un homme qui a un corps biologique masculin se doit de faire apparaître en lui le féminin. Et une femme qui a un corps biologique féminin se doit de faire apparaître le masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un discours, un dialogue entre 2 pans de l'humanité. L'humanité est double. Elle est féminine et masculine. Et il y a donc quelque chose d'essentiel dans la figure du masculin et du féminin pour qui dit l'homme. La théorie du genre est d'après moi une destruction de l'humanité. Aussi simple que ça. Parce qu'elle veut renvoyer, elle veut nier dans l'homme ce qui est essentiel, qui est justement cette dualité humaine qui est féminin et masculin, et en disant qu'elle est interchangeable, qu'elle n'existe pas vraiment, qu'elle n'est qu'une construction du genre, elle détruit ce qui fait l'essence même de l'humain, qui est cette altérité entre féminin et masculin qui va très loin, puisqu'il s'agit en vérité au-delà des grandes idées communes, qui est l'action, la patience, la douceur, pas du tout. Dans la Torah, le féminin et le masculin, c'est très simple. C'est la notion d'éternité. La féminité est éternelle. Elle est l'éternité même. La présence de l'éternité dans la vie, on va dire ça comme ça, qui s'émancipe. Je fais très attention de ne pas parler du pouvoir d'enfanter et tout, pour ne pas tomber dans les stéréotypes, justement, que dénonce les théories du genre. Pourtant, c'est une réalité. La femme accueille la vie et fait que la vie répond, ça veut dire l'éternité. La vie éternelle est dans cette possibilité de l'homme. Et il y a dans l'homme, justement, le secret, dans le masculin, pas dans l'homme, puisqu'on dit qu'il fait dans les deux, il y a les deux, le secret d'une quête, d'un dépassement perpétuel. L'homme Et donc, il y a toujours ce qu'on appelle la flèche et le cercle, où les deux sont dans chacun d'entre nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais il y a à un moment donné, une façon, si on nie, si on dissolve la différence de masculin en le réduisant à un choix purement biologique, on détruit l'humain en soi. Et donc, le respect de cet accueil du corps qui m'a été donné, que je peux après, effectivement, faire résonner avec ce qu'il y a de féminin et de masculin en moi, il est essentiel à l'humanité elle-même. Et pourquoi, si j'ai les 2 composantes, alors je ne pourrais pas choisir, justement, la composante qui me convient mieux? Alors, c'est justement, on dit, parce que comme il ne s'agit pas d'un choix extérieur, mais essentiel, ce que tu as reçu comme corps te dit, c'est le point de départ pour dialoguer avec l'autre versant de l'humanité. Et si tu le détruis, ça veut dire que tu réduis l'humanité à quelque chose d'abstrait qui est en dehors du corps féminin et masculin. Et donc, tu réduis dans la spiritualité elle-même la possibilité du féminin et du masculin. Donc, tu es dans une destruction de l'humain en soi. Il y a aussi une autre forme d'argument, peut-être sur le fait que cette théorie du genre peut amener aussi à enlever les possibilités même de la révélation, de quelque chose qui serait extérieur. Dans toute la révélation kabbalistique, en tous les cas, toute l'architecture de la révélation divine est basée sur une double révélation, ou par un parallélisme de révélation, qui passe par le Zachar, le Keva, par le féminin et le masculin, et par un échange d'énergie entre les deux. Mais là, ça nous amène à de la mystique quelque part, mais ça voudrait dire, en tous les cas, l'idée qui est essentielle, c'est que le féminin et le masculin non seulement ne sont pas qu'un problème biologique, mais qu'elles ont aussi le côté d'essence de l'identité humaine, mais qu'elles renvoient aussi à la structure même du transcendant. Et donc, on est ici, il y a un visage de Dieu qui s'exprime au féminin, et un visage de Dieu qui s'exprime au masculin, et les deux, c'est ça qui est très beau, dans toute la Kabbalah, dans toute la Kabbale juive, la mystique juive, c'est que les deux s'expriment tout le temps en même temps, jamais l'un sans l'autre, dans une sorte d'harmonie totale. Il y a presque des rapports amoureux entre ces différentes sphères, des unions
qui sont l'essence même du secret de l'éruption du concept de vérité. C'est pour ça aussi la non-résonance avec l'intrigue du pourquoi j'ai été féminin et masculin renvoie aussi au refus d'un dépassement hors de soi. La rencontre entre le féminin et le masculin dans la vie est à l'image de la rencontre du féminin et du masculin dans les structures de la relation la plus haute, qui accouche du tiers. Dans la vie physique, c'est l'enfant, mais d'un point de vue symbolique et métaphysique, ça accouche justement cette union de l'altérité du féminin et du masculin permet l'irruption d'une autre instance qui dépasse le couple ou les individualisations, qui arrive à ce qu'on appelle au concept et à la vérité d'éternité, mais aussi à la capacité d'accueillir quelque chose d'autre qui est en même temps moi et en même temps l'enfant. Par exemple, l'enfant, c'est en même temps ce qui est le plus proche de moi dans mon identité, mais qui est absolument singulièrement différent. Cette capacité du même et de l'autre en même temps, qui est l'essence même d'une pensée véritable et d'une vie véritable, passe par le respect du féminin et du masculin. Qui est une dimension, donc effectivement, on l'a compris, on pourrait dire inscrite dans la création même, c'est ça que vous nous expliquez? Dans la création même et dans l'intelligence même. Dans la révélation même. Ça veut dire, quand je parle de révélation divine, je parle d'une révélation divine donnée aux hommes dans la structure de l'intelligibilité elle-même. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'on voit très bien, la théorie du genre fait fi de toute l'histoire humaine. Les plus grandes œuvres de théâtre, les plus grandes poésies, les plus grandes créations artistiques, les plus grands, même la musique, est basée sur une différence genrée entre l'homme et la femme. Alors je veux bien qu'on essaie de créer quelque chose de nouveau, mais l'homme n'est pas opus copus de rien. On voit très bien que l'histoire a genré, le fait que l'histoire est genrée a produit ce qui est essentiel dans la culture, le patrimoine artistique, littéraire, philosophique du monde. Le nier aujourd'hui, c'est nier quelque part, c'est de croire que l'homme n'est pas lié à cette différence entre féminin et masculin, alors qu'il est profondément lié. Il y avait deux pensées différentes dans le monde occidental. La pensée essentialiste, la pensée existentialiste. À la fois on est quelque chose et en même temps c'est l'existence qui nous fait être. Je crois que c'est intéressant de voir que dans cette vision aussi de la manière dont on voit le genre, la Torah ouvre une troisième voie finalement entre cet essentialisme qui était un déterminisme qui nous bloquerait à un état et l'existentialisme qui nierait précisément les essences. Il est urgent de sortir de ce dualisme. Il y a un très beau texte, un aphorisme talmudique qui dit « du vieux vin dans du raisin neuf ». Lévinas l'amène souvent. C'est une idée fantastique, c'est une idée primordiale. C'est-à-dire qu'on a une vision de l'essence, quand Jean-Paul Sartre disait que c'est pas le fondateur de l'existentialisme, on peut le faire remonter à Kierkegaard, mais en tous les cas, l'idée que l'existence précède l'essence. Quand il disait l'existence précède l'essence, ça veut dire c'est par l'existence, par le fait de s'arracher au stance, de s'arracher à la matière. C'est par le fait d'exister que je crée du concept de l'essence. Il n'y a pas une essence préalable, fermée, etc. Mais dans cette vision, l'essence, comme chez Platon, est vécue comme quelque chose, comme du marbre, comme des vérités de marbre inscrites dans le ciel, qu'il faudrait un jour s'identifier ou découvrir. Rien n'est plus loin du judaïsme. D'un côté, l'existentialisme qui détruit cette vision peut-être un peu idolâtre d'une essence complètement figée, qu'il faudrait simplement découvrir à partir de l'existence, aboutit au vide. Puisque tout, on relativise, et on a vu très bien qu'historiquement, c'est ce qui s'est passé. L'existentialiste a débouché sur des théories du XXe siècle qui sont des théories du rien, où il n'y a absolument plus aucune profondeur ontologique à tout concept. La Torah, se refusant à ces deux destins morbides, je dirais, nous a toujours enseigné que non, l'existence précède l'essence, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en vérité, l'homme ne peut arriver à un vrai concept de vérité que s'il s'arrache de l'évidence cognitive, que s'il s'arrache aux fausses essences données d'emblée, et que l'essence doit toujours être inventée. C'est le raisin neuf. C'est le raisin neuf.
Mais il y a du vieux vin dans le raisin neuf. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'en inventant un concept, je découvre dans cette invention juvénile, dans ce qu'on appelle ce chidouche, ce qui a toujours été là. Mais ce qui a toujours été là éternellement. Ça veut dire que si j'essaye de découvrir quelque chose qui a toujours été là en dépoussiérant, ça ne marche pas. Si j'essaye de créer des concepts absolument neufs qui n'ont aucun rapport avec une vérité en soi, on arrive au grand n'importe quoi. Ce que la Torah nous dit, c'est que tu dois inaugurer de la pensée. Tu dois inaugurer quelque chose de radicalement nouveau. Au point où la Gemara nous dit qu'à un moment donné, des sages disent une opinion contre un autre, et Dieu dit, mais moi j'ai jamais dit ça, et à la fin, Dieu dit, mais c'est très bien, ce que vous avez dit m'a rendu éternel, ça veut dire que votre vérité est une vérité nouvelle, absolument nouvelle, mais qui renvoie à la vérité peut-être encore plus cachée de ce que je n'exprime pas. Et donc il y a une sorte de conjonction entre la découverte d'un horizon radicalement nouveau, presque inventé par l'homme, mais que cette invention, cette innovation, cette façon, cette créativité conceptuelle n'est possible que parce qu'elle fait écho, en dernière instance, à une dimension de la vérité qui se découvre par la lumière et l'éclair de cette nouveauté. C'est ce qu'on appelle du vieux vin dans du raisin neuf. Et c'est ça, il faut absolument dépasser ces deux visions de l'existentialisme vide ou de l'essentialisme figé pour arriver à un dynamisme de la vérité qui, en même temps, préserve l'extraordinaire vitalité de l'existentialisme véritable, qui est cette capacité de créer du concept absolument neuf, mais que ce concept ne sombre pas dans le vide, mais rentre en résonance avec une dimension de la vérité et de l'être qui n'est perceptible qu'à partir de cette nouveauté. C'est ça la grande beauté de l'essentialisme juif. Ouais, c'est ça la résonance. Alors je voudrais terminer par une question un peu plus, disons, concrète, on va dire. Est-ce que vous pensez que finalement, l'imprégnation de cette théorie du genre dans les sociétés peut expliquer aussi la grande difficulté toujours croissante des rapports entre les hommes et les femmes, notamment dans les couples, par exemple, la difficulté justement d'accepter cette dimension mais je crois vraiment concrètement, on sombre, je ne vais pas tomber dans une logique du soupçon, de la mesquinerie, excusez-moi. Ça veut dire à un moment donné, on va bientôt comptabiliser combien tu as fait de vaisselle et combien moi j'ai fait de vaisselle. Combien de temps tu as gardé le bébé, combien de temps j'ai gardé le bébé. À un moment donné, on est dans un rapport contractuel de mesquinerie, d'assèchement, de désenchantement du monde, qui détruit la poésie. La poésie, je suis le premier à dire qu'il est essentiel que les tâches ménagères soient partagées dans un couple. Et ça, dans les milieux les plus religieux chez nous, c'est enseigné, et c'est fondamental. On est d'accord, encore une fois, qu'on a un peu abusé de l'essentialisme, même juif, pour assigner à des tâches des fois ingrates la femme ou l'homme, et qu'il n'y avait pas de raison de le faire, et que ça a été un dévoiement de la beauté, de la différence ontologique entre l'homme et la femme. On est d'accord. Mais d'en arriver à un moment donné où ça doit être complètement parallèle, non, il y a des moments où il faut être un peu cool. Et c'est très important pour cette respiration, et ce respect, et cette confiance, et ce don d'amour, où je ne comptabilise pas toujours de façon mesquine, qui assèche, qui isole l'individu dans une sorte de désespoir au sens étymologique, où il n'y a plus de futur, où la personne est absolument seule dans son petit droit à revendiquer. Je pense que cette civilisation, cette société où chacun passe son temps à revendiquer ses droits, et aussi une réduction énorme de la grandeur de l'homme. Et on oublie aussi ce que justement cette altérité peut nous apporter. Bien entendu. On rate l'essentiel, quoi, en gros. Oui. Merci beaucoup, Rav Sadine. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve pour une prochaine émission dans quelques temps. Merci à vous.